Avec le mois d'avril qui arrive, c'est le mois de la francophonie qui s'achève, de la francophonie et de la langue française, dont notre invité est un expert chevronné, Emmanuel Maury. Merci d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous êtes historien, vous êtes écrivain et auteur de ce livre, Le goût de la francophonie, aux éditions Mercure de France. Alors il s'agit là d'un panorama littéraire des grands auteurs francophones. Alors bien sûr non exhaustif, vous en avez choisi 40 qui ont choisi de s'exprimer en français par goût, par amour également, puisque rien ne les y obligeait, en tout cas pas leurs racines familiales. Qui retrouve-t-on particulièrement parmi ces 40 auteurs ? Alors il y a évidemment les précurseurs, et on peut remonter loin jusqu'au XVIe siècle, hein. Ce que j'ai appelé les modernes, c'est-à-dire ceux qui ont marqué la littérature francophone pendant le XXe siècle, et puis les contemporains, c'est-à-dire ceux qui sont encore vivants ou morts récemment. Alors ce livre, je croyais que vous alliez continuer encore plus. Non, mais je peux. J'imagine bien que vous pouvez. Alors, mais c'est aussi une manière légère de découvrir finalement que tous ces auteurs, je le disais, ont choisi d'écrire en français parce que c'est une langue extrêmement riche, plein de nuances, et c'est ce qui a séduit ces auteurs. Oui, et c'est aussi lié Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est lié aux vertus propres de la langue française. Antoine de Rivarol, au XVIIIe siècle, l'auteur de ce discours sur l'universalité de la langue française, disait la langue française a cette particularité de clarté, de précision et de nuance. Et Senghor, 2 siècles après, a également beaucoup écrit, qui était, comme vous savez, comme on le sait, grammairien, etc., a beaucoup étudié cette question-là. Et effectivement, il y a des vertus propres à la langue française qui font que certains auteurs ont envie de s'exprimer dans cette langue. Et puis aussi, c'est ce qui lui donne aussi son caractère universel. Aussi, la langue française, sa particularité est également que c'est la langue de la liberté. Bon, ça, c'est rattaché à l'histoire de la France, de la Déclaration des droits de l'homme. Mais dès le XVIIIe siècle, on voit des auteurs comme par exemple Casanova choisir, alors qu'il était vénitien, il aurait dû écrire en vénitien. Non, il a choisi le français parce que déjà c'était la langue internationale, et il a donc écrit toute son histoire, l'histoire de ma vie, qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, en français délibérément. Tahar Ben-Jelloun, qui préface votre livre, dit à juste titre, en fait c'est en le lisant que je me suis dit mais c'est vrai finalement que les Anglais ne parlent pas d'anglophonie, eux ils n'ont jamais eu à devoir l'utiliser. Pourquoi est-ce que nous on parle de francophonie? On en a eu besoin de défendre cette francophonie, cette langue française? Oui, effectivement on a besoin de la défendre, on le voit bien aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France par exemple, où le globish a tendance à proliférer, et pas toujours de façon opportune, mais il y a aussi le fait que la francophonie c'est une construction politique beaucoup plus poussée en fait que le Commonwealth britannique, qui est fondé principalement sur des liens commerciaux, politiques également, mais il n'y a pas cette volonté de construction politique qu'il y a dans la francophonie. Que dire alors lorsque 3 pays d'Afrique, 3 pays parmi les premiers à être membres de l'Organisation internationale de la francophonie, décident de quitter justement l'OIF, et je parle là du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui ont tous 3 expliqué qu'ils ne peuvent rester membres, je les cite, d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels fondés sur la souveraineté de leurs États. Justement, ça veut dire que la francophonie a également cette force politique. Quitter l'OIF, c'est un geste politique? Ah oui, c'est un geste politique très fort, et qui doit nous interroger sur à la fois le fonctionnement institutionnel de la francophonie et son avenir. Certes, ces pays ont rompu avec certaines valeurs ou certains principes, mais ce sont quand même des pays, comme vous le disiez, traditionnellement membres importants. Le Niger est pays fondateur avec Amani Diori. Donc je crois que cela doit nous conduire à nous interroger à la façon dont on doit concevoir la francophonie demain, et il faut absolument qu'à un moment, d'une manière ou d'une autre, on arrive à les raccrocher à nouveau. Alors, ils ont quitté l'OIF, ils n'ont pas quitté toute la francophonie, puisque dans la francophonie, il y a évidemment les opérateurs, l'Agence universitaire de la francophonie, il y a aussi l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et puis toutes les constellations d'associations, hein, notamment. Moi, je suis vice-président de l'AFAL, qui en regroupe une centaine. Donc, heureusement qu'il y a
aussi toutes ces instances pour que les fils du dialogue se poursuivent. Vous parliez du français comme langue de la liberté. J'aimerais évoquer aussi là le cas de Boualem Sansal, qui a été condamné à 5 ans de prison, franco-algérien, rappelons-le. Là aussi, c'est important que la France intervienne, mais que les auteurs français, il est fortement soutenu par de nombreux auteurs français. La France, mais aussi tous les pays francophones et tous les écrivains et toutes les personnes dans le monde qui sont attachées à la liberté et aux droits de l'homme. Boualem Sansal n'a fait qu'écrire et s'exprimer, ce qui n'est pas un crime. Et on peut avoir l'espoir, puisque le recteur de la Grande Mosquée de Paris a affirmé « la grâce tombe sous le sens ». Donc, on peut espérer que le président Tebboune entendra cela et que Boualem Sansal sera libéré, sera gracié prochainement.